Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Scène de Presse est votre plateforme de débat sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Scène de Presse, c'est le poids des idées toujours, le choc des arguments à coup sûr. Au menu de ce 410e numéro, le renouveau à 34 ans. 6 novembre 1982, 6 novembre 2016, 34 ans déjà que Paul Biya assure la magistrature suprême au Cameroun. L'événement a été célébré ce dimanche par les militants du RDPC, son parti, leurs alliés, ainsi que tous ceux qui se réclament du renouveau. Le renouveau, oui, le renouveau pour lequel ces 34 dernières années n'ont pas été de tout repos. Entre les crises politiques et économiques, les revendications sociales, la guerre contre Boko Haram et les trahisons de toutes sortes, le renouveau aura passé bien des épreuves et leurs impacts que nous nous proposons de reparcourir ce soir sur le plateau du débat. Également au menu de Scène de Presse ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de presse en zooming, le renouveau à l'épreuve du pouvoir vu par Séverin Alegambélé, le portrait, une signature de Cheta Bilé. Mais avant, je vous suggère de faire la connaissance de nos invités du soir, mis en scène par Christelle Avom. Christophe Mianzok est le directeur général du Palais des Congrès et membre du comité central du RDPC. Le journaliste a travaillé pour la SOPECAM et a été directeur à la rédaction du journal L'Action. Il est donc la voix la plus autorisée sur ce plateau pour nous parler de l'an-34 du renouveau. Le docteur Sosten Médard Lipote est un spécialiste des sciences de l'information et de la communication. Membre fondateur du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le journaliste est aussi secrétaire national à la communication du parti politique. Véritable rat de bibliothèque, le docteur Sosten Médard Lipote partagera avec nous ses fiches de lecture sur le renouveau. David Aboué-Mathieu fait partie de ces Camerounais qui servent la nation avec passion depuis 1969. Avec une carrière plus qu'honorable dans les deux gouvernements, il assiste à la naissance du renouveau en 1984 en tant que secrétaire général à la présidence de la République. David Aboué-Mathieu est consultant international en bonne gouvernance et administration publique. Cet ancien conseiller technique principal au PNUD est aussi consultant dans plusieurs organismes internationaux. Le professeur Aboya Ndong Manassé est le directeur exécutif du groupe de recherche sur le parlementarisme et la démocratie en Afrique. Cet expert en décentralisation et bonne gouvernance dans les sociétés pluriculturelles est depuis plus d'un an le chef de la division de la promotion du dialogue et de la solidarité universitaire au MINESUP. Rédacteur en chef de la revue Solon, une revue africaine de parlementarisme et de démocratie, il est l'autre expert ce soir. Merci Christelle. Nos invités sont tous présents. Vous pouvez participer au débat sur nos comptes Twitter et Facebook SDP officiel. Et pour camper le débat ce soir, le zooming, le renouveau à l'épreuve du pouvoir, c'est une signature de Séverin Alegambélé. Remonter flots à flots le long fleuve des jours du renouveau montre que les années de pouvoir du président Paul Biya n'ont pas été aussi faciles. Dès les premières heures de la saison politique nouvelle, commençait une vie dont les suites devaient être semblables à ces fleuves qui s'étendent à mesure qu'ils s'éloignent de leur source. On se souvient des tentatives de putsch qui enveniment l'atmosphère et dont la plus marquée dans les esprits est celle du 6 avril 1984. On se souvient de la récession de la fin des années 80, dont les effets dévastateurs ont péniblement affecté le tissu économique national. On se rappelle surtout du début des années 90, encore appelée année de braise, avec le retour au multipartisme. L'époque des libertés retrouvées, souvenir inoubliable des acteurs politiques de premier rang. Les épreuves qu'affronte le renouveau entre 1990 et 1992 s'inscrivent dans une logique d'un ensemble de revendications sur le continent. Ici et là, l'ouverture démocratique va de pair avec la tenue d'une conférence nationale souveraine. La pression est telle que les formations politiques dites de l'opposition multiplient les initiatives pour une meilleure adhésion de tout le corps social.
Au Cameroun, on a connu les villes mortes et les effets induits qu'elles ont pu produire. Les crises sur la route du renouveau en 34 ans ne sont pas qu'internes. Depuis des mois, Boko Haram impose la mobilisation des ressources humaines et matérielles sur le front de la guerre dans la région de l'extrême nord. Bien avant cela, le conflit de Bakassi a tout aussi dispersé les énergies nécessaires au développement socio-économique. Mais ce qui est important de souligner, c'est que les crises qui ont marqué la vie du renouveau depuis 1982 ont trouvé des solutions plus ou moins définitives. Pour le pouvoir temporel, il ne faut pas l'oublier, la gestion heureuse des crises fait partie en permanence de l'agenda politique. Merci Séverin. C'est bien de la gestion de ces différentes crises dont il sera question ce soir. Bonsoir Christophe Mienzok. Bonsoir Lucrèce. Alors, 34 ans à la magistrature suprême pour le champion du RDPC. Le militant que vous êtes s'en félicite et il en réclame? Oui, bon, 34 ans, ça peut paraître à la fois court et long. Et pour emprunter à la métaphore aquatique de Séverin Alégambélé, ça peut être une goutte d'eau dans un océan. Ça peut être un instant, quelques instants dans le vaste temps qui parfois est figé, qui passe, mais qui parfois aussi est figé. Bon, maintenant, à l'échelle humaine, 34 ans, ça peut être beaucoup. Et quand on vit et qu'on n'a que 34 ans, on a toute la vie devant soi. Le renouveau est une aventure humaine. C'est un projet que portent des hommes, dont le premier est le président Paul Biya. Et vu sous cet angle-là, le renouveau, on peut dire que sur la scène politique camerounaise, il s'est enraciné, mais il a encore beaucoup à donner. Il y a encore des fruits à cueillir, des fruits à récolter. Alors, ne dure au pouvoir, pas qui veut, mais qui peut. Et ça, c'est une signature du président de la République lui-même. Sostène Médard Lipote, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, madame. quelle lecture vous faites de cette longévité de Paul Biya à la magistrature suprême? Pour emprunter ou pour poursuivre dans la suite de ce que Christophe Mienzok vient de dire, il a emprunté à la métaphore de l'eau, de la goutte d'eau. Je poursuivrai. Nous sommes en mer et nous avons un capitaine fatigué. Nous avons un capitaine qui, de temps en temps, abandonne son bateau. Et ça ressemble au capitaine de ce navire italien dans la Méditerranée, et parce que de temps en temps... Est-ce que le bateau a coulé? Le bateau est en train de couler. Il faut faire quelque chose pour cela. Et donc, nous, c'est cette métaphore du naufrage du bateau Cameroun, il faut le dire. Pourquoi? Parce que lorsque Paul Biya accède au pouvoir il y a 34 ans, il avait déjà été Premier ministre pendant environ 7 ans. Il est depuis 40 ans aux affaires. 40 ans. Au sommet de l'État. Depuis 62, vous savez qu'il était déjà pratiquement aux affaires. Donc, cela dit, les bilans à la fois économiques. Je précise que nous ne faisons pas le bilan ce soir. Ouais, Nous ne faisons pas le bilan ce soir. Nous ne faisons pas attendez, madame, on vient de nous dire tout à l'heure, je crois que mon contradicteur ou le protagoniste vient tout à l'heure de juger l'action du président Biya en 34 ans. J'en ai également la responsabilité morale, ne serait-ce que politique, de le faire également. Il me semble que quelque part, il y a ce qu'on appelle aussi, même en management, un bilan d'étape. C'est pas encore définitif. Le bilan, que ce soit pour une organisation ou alors pour un être humain, c'est à la fin de sa vie. Oui, on le fera peut-être un jour, mais ce n'est pas le menu du débat ce soir. Permettez, s'il vous plaît, que nous accueillions également le professeur Aboya Manassé. Alors, professeur Aboya Manassé, lorsque le président Paul Biya accède à la magistrature suprême, il est bien le dauphin constitutionnel. Tout à fait.
Alors, lorsqu'il accède à la magistrature suprême, pourquoi on a l'impression que cette arrivée surprend le sérail? Son arrivée est inattendue dans la psychologie profonde des Camerounais, parce qu'autour de lui, il a des collègues qui sont essentiellement pouvoiristes et démonstratifs, en l'occurrence Samuel Eboa et Aïssim Vodo, qui sont considérés comme des gens qui doivent à tout prix exercer le pouvoir. Donc bien que dauphin constitutionnel, il a un style discret qui ne le projette pas forcément au devant de la scène. Si bien qu'on oublie que c'est lui le dauphin constitutionnel, parce que face à lui, il y a une expression, un sentiment d'occuper l'espace. C'est-à-dire comme si ceux qui détenaient effectivement le pouvoir, c'était le secrétaire général de la présidence de la République et le ministre de l'AT. Voilà pourquoi son arrivée surprend ceux-là qui ne s'attendaient pas à un scénario comme celui-là, puisque ça devait être tout simplement un scénario théorique, pas un scénario à opérationnaliser. Voilà pourquoi son arrivée surprend certaines personnes. Et c'est pour cela que la suite va être très compliquée à gérer. On en reparlera au cours de cette émission. Monsieur le ministre David Aboué-Mathieu, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, de quel Cameroun hérite le président Biya lorsqu'il accède à la magistrature suprême, du point de vue économique tout au moins? Alors, sur le plan économique, le président lui-même l'a dit dans son premier discours, le Cameroun se portait très bien. De 79 à 85, nous avons connu des taux de croissance qui oscillaient entre 7 et 8,5%. L'autosuffisance alimentaire était quasiment atteinte. Et si bien que quand la situation financière était saine, nos réserves à l'étranger étaient importantes, nos réserves en devises s'entend. Si bien que quand le président arrive au pouvoir, il entreprend un vaste programme d'investissement en infrastructures de diverses sortes, dont certaines, jusqu'aujourd'hui, ne sont même pas encore achevées. Donc, le président a hérité d'un Cameroun qui allait très bien, mais il y a eu les chocs, donc nous parlerons probablement au cours de cette émission. Alors, justement, vous parlez de ces chocs, nous y reviendrons. Le premier choc, c'est ce putsch manqué du 6 avril 1984. Christophe Mienzok, à peine installé, le nouveau président doit faire face à un coup d'État. Ça change un homme? Mais oui, encore que le professeur Manassé l'a dit tout à l'heure, dès le 4, certes, les Camerounais savent que sur le plan institutionnel, Paul Biya est le dauphin constitutionnel, mais les jeux de pouvoir dans les coulisses montrent très bien que ce n'est pas du tout très apprécié. Et beaucoup de personnes vont œuvrer entre le 4 et le 6 pour que ce pouvoir qu'on vient de remettre imprudemment à Paul Biya ne dure pas. Est-ce que le président lui-même ne fait pas partie de ceux qui sont assez réservés sur la question? Est-ce qu'il prend ce pouvoir des deux mains où il se dit vraiment ce n'est pas encore l'heure pour moi? Non. D'une manière ou d'une autre, sans être démonstratif, je reprends un peu l'expression du professeur Manassé, Paul Biya s'est préparé. S'est préparé à exercer le pouvoir. Et il a démontré. Le discours du 6 novembre montre à suffisance que ce n'était pas du tout une improvisation. Il a fixé le cap dès le 6 novembre. Mais malheureusement, donc, il y a ces épreuves. Et je suis d'accord avec vous que lorsque vous êtes contesté, malgré la ferveur populaire, quand vous sentez quand même que dans le sérail, l'appareil, il y a quelques personnes qui sont en train de grenouiller, qui sont en train de manœuvrer contre vous, vous devez faire attention. Et la consécration, entre guillemets, de toutes ces manœuvres, ce sera donc le putsch manqué du 6 avril 1984. Oui, ça change forcément un homme. Alors, lorsque 2 ans à peine après votre arrivée au pouvoir, vous devez faire face à une épreuve comme celle-là, qui ne visait pas simplement à vous
faire tomber, mais qui pouvait également attenter à votre vie, vous regardez les choses différemment. Et je crois que ce fut un marqueur dans le magistère de Paul Biya. La date du 4 novembre, du 6 novembre, du 6 avril 1984 reste un marqueur important dans le magistère de Paul Biya. Il faut toujours s'y référer pour comprendre pourquoi certaines choses ont pu être faites d'une certaine manière. Alors justement, Sostène Médard-Lipot, vous pensez, vous l'avez dit dans la préparation de cette émission, que ce putsch manqué a changé le président plutôt en mal et l'a rendu plus réservé qu'il ne l'était de par sa formation, par son éducation. Oui. Heureusement que vous avez fait une pré-interview. Là, c'est pro. Et oui, ça l'a changé beaucoup plus à notre avis dans le sens négatif. Le président Biya, puisqu'il s'agit de lui, a privilégié le tout sécuritaire. Le tout sécuritaire, la sécurité personnelle. Ce qui est d'ailleurs, on peut lui concéder, qu'il se sente en sécurité, en bonne santé et bien protégé. Mais en termes de priorité, c'est devenu une priorité nationale au point que tout le reste a été abandonné. Je le dis avec beaucoup de regrets. Nous avons vécu ces événements ici à Yaoundé, ils étaient douloureux. Ils étaient vraiment douloureux. Je me souviens que je me suis présenté moi-même à un moment du côté de la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Ce que j'ai vu là-bas à l'extérieur, j'ai encore des images jusqu'à aujourd'hui, ça traumatisait, c'était violent. Mais il faut dire qu'il y a des choses qui ont précédé cela, et c'est là où je peux remettre en doute le fait qu'il était préparé à exercer, bien préparé à exercer la fonction présidentielle, bien que dans la haute administration depuis 62. Les réunions du lac, je connais très bien le lac, c'est le quartier de mon enfance, avec des membres de l'ancien gouvernement auquel il appartenait, des putschs avortés ou un maréchal de logis de gendarmerie, on sait qu'il s'agit, et aller vendre la mèche, et aussi d'autres choses entre-temps ont fait que quelque part on a l'impression qu'il n'était pas serein. Si disons, il était l'homme des dossiers, c'est incontestable. Apparemment, c'était un homme des dossiers. Au moment où il exerçait les fonctions de secrétaire général de la présidence de la République, Premier ministre, et tout ça. Mais maintenant, cette si haute charge, c'est là où moi je peux être d'accord avec Aboya Manasseh. Effectivement, quelque part, si disons, on peut penser que dans sa carrière administrative, il était prêt, la carrière politique, et surtout la responsabilité en question, fait que après les événements de 84, tout bascule jusqu'aujourd'hui. Vous avez vu l'autre jour la dernière image au stade? Alors nous allons revenir. Il entre au stade comme jamais on a vu un chef d'État ou un roi ou une reine rentrer dans un stade plein comme ça. Toutes les voitures sont blindées et tout le monde est en tenue et en gilet pare-balles. Et puis peut-être que le contexte sécuritaire s'y prête. Alors le professeur Aboya Manasseh, que cachait ce putsch? Est-ce que derrière il y avait cette bataille de bicéphalisme? Est-ce qu'il y avait ce débat sur la primauté du parti sur l'État? Naturellement, c'est ce débat-là qui a été consécutif à cette succession constitutionnelle qui a amené les gens à se mordre la langue et à suggérer justement cette primauté du parti sur l'État pour soviétiser le régime à défaut de le communiser, c'est-à-dire que pour continuer à contrôler les rênes du pouvoir malgré une succession qui pouvait être considérée de caricaturale. Et c'est pour cela que la suite permet donc au président de la République de reprendre les cartes en main pour fidéliser son entourage, fidéliser les gens qui connaissent bien à des postes précis. Alors pour vous, le putsch manqué de 1984, c'était un
Un mal pour un bien, finalement? Oui, naturellement, puisque Comment ça comme vous savez bien que dans la théorie militaire, coup d'État manqué égale exécution. Quand vous ratez un coup d'État, vous attendez à voir se renverser les choses. Naturellement, vous le voyez là en Turquie, celui qui survit à un coup d'État reprend toutes les cartes à main et les redistribue à sa manière. À ce moment-là, personne ne peut le discipliner. C'est sa sécurité qui en coûte. Donc, il reprend les cartes à main, les redistribue à sa guise et pérennise dans un processus qui lui permet de voir à long terme. Et voilà pourquoi le coup d'État, finalement, l'aura servi à structurer des jalons avec les coups de franges, lui permettant donc de contrôler son pouvoir et de baliser des perspectives lui permettant justement de viabiliser la rigueur et la moralisation. Donc, son projet de société, il a les coups de franges pour le réaliser. Alors, David Aboué-Mathieu, est-ce qu'aujourd'hui, on a la note, je vais dire, salée de ce putsch manqué? Qu'est-ce que ça nous a coûté économiquement? Est-ce que le Cameroun a dû commencer à s'armer de manière véritable? Le putsch nous a coûté énormément, mais si vous permettez, je voudrais d'abord qu'on restitue certains faits historiques. La querelle, le bicéphalisme entre le parti et l'État était déjà réglé au moment où le putsch est intervenu. Oui, ça s'est réglé en 83. Il y a eu un congrès de l'UNC auquel j'ai pris part et pendant lequel le président Biya a été élu président national du parti. Donc le bicéphalisme était déjà réglé. Bon, puis on a parlé de rivalités entre les gens. Est-ce que ce n'était pas factice? Non, parce que vous savez, pourquoi, pour répondre un peu à votre question, le professeur y a bien répondu, mais j'ajouterais qu'on n'a pas vu le président Biya venir parce que sur le plan politique, il n'était pas visible. Aïssim Bodol, le ministre d'État, c'était mon ancien patron, était secrétaire politique, donc c'est lui qui était le plus en vue, il était au numéro 2 du parti. Samuel Eboa était secrétaire général et à côté du président Idjo, donc on le voyait bien. Et le président Biya lui-même, comme Premier ministre, ne voulait pas qu'on le voie. Ça, je le sais parce que j'ai été son secrétaire général quand il était Premier ministre. Bon. Alors maintenant, pour répondre à votre question plus précisément, la question du coût. Le putsch nous a coûté énormément. Premièrement, en termes de crédibilité. Je me rappelle, nous avions négocié un certain nombre de contrats avec des investisseurs étrangers. Et vous savez que l'argent n'aime pas le bruit. Dès qu'ils ont appris qu'il y avait un putsch avorté, même avorté, ils ont reporté les investissements. Ensuite, même les Camerounais qui avaient des dépôts importants ici au Cameroun, grâce à la transférabilité qu'autorise le franc CFA, après le 6 avril, ont envoyé la plupart de leurs fonds à l'étranger, si bien que le ministre des Finances de l'époque avait même demandé si on pouvait prendre des mesures pour surveiller et les en dissuader. Et c'est le président Biya qui a refusé. Je le sais parce que j'étais secrétaire général de la présidence et c'est à moi qu'était revenue la question de la gestion de ces dossiers. Donc, sur le plan financier, le putsch nous a coûté énormément. Est-ce qu'il a quelque peu fait le lit de la crise qui va intervenir justement, justement, je veux y arriver. Comme disait le professeur Sostin Médard, je crois que c'est la sécurité qui s'est imposée comme priorité numéro 1. Parce que jusque-là, et ça je peux en témoigner, la priorité numéro 1 du président, c'était le développement économique. C'est après le putsch que la sécurité s'impose, parce qu'il faut être vivant pour développer son pays. Et la sécurité s'est imposée et cela a fait que même certaines des réserves que nous avions à l'étranger en devises, on a dû les rapatrier pour nous équiper et on a accordé beaucoup d'importance à l'équipement pour nous défendre parce qu'on ne savait pas, il n'y avait pas que les menaces intérieures, il y avait aussi des menaces extérieures. Donc à ce moment-là, le président s'est dit, il faut que je quitte mon pays pour protéger... En dizaines de milliards.
en plusieurs dizaines de milliards pour protéger la patrie. C'était ça le coût du putsch, plus le coût psychologique, le coût social, le coût moral, il y a eu beaucoup d'autres aspects, mais je m'en tiens au coût économique. Alors, est-ce que cette crise-là, comme je disais tantôt, est-ce que cette crise-là, quelque peu fait le lit de la vraie crise économique qui va donc arriver autour des années 87-88? Est-ce que oui et non. Oui, parce qu'elle a fragilisé nos bases. Je vous parlais des réserves qui étaient importantes jusqu'à 84 et que nous avons dû assécher pour nous préparer et nous protéger. Donc, dans ce sens-là, oui, elle a fait le lit de la crise. Mais la crise a eu des causes exogènes qui sont connues, la chute des matières premières, etc. Et puis des causes endogènes aussi, parce que, étant donné que nous avions nagé pendant plus d'une demi-dizaine d'années sur des eaux calmes et généreuses, on n'a pas fait preuve de prudence. Non, il y avait des mauvaises habitudes qui avaient été prises au niveau des dépenses, des dépenses hasardeuses, des gaspillages même, et on n'a pas tenu compte du fait que la mer était en train de s'assécher, pour reprendre la métaphore que tout le monde utilise sur cette table. On ne s'en est pas rendu compte. L'État n'a pas réduit son train de vie, les fonctionnaires non plus, ce qui fait qu'au moment où il fallait régler la note, nous n'avions plus les moyens de régler la note. Alors, après cette crise-là survient une autre crise. Là, nous sommes dans les années 90. C'est Christophe Mienzok. Le renouveau fait de nouveau face à une crise, comme je le disais, celle des villes mortes. Le peuple réclame à corps et à cri l'avènement, le retour de la démocratie. Il y a donc ces villes mortes. Votre parti, le RDPC, on va le dire aujourd'hui, rame en contre-courant et dit non à la démocratie précipitée. Le président de la République, président national de votre parti, choisit de ne pas écouter les classiques du RDPC. Pourquoi? C'est un peu un raccourci que vous faites de l'histoire, ou une caricature, excusez-moi. Mais ce sont les faits. Ce sont des faits, mais je dois d'abord dire que probablement l'un des avantages, entre guillemets, du putsch aura été d'accélérer le programme de mise en œuvre de la politique du président, c'est-à-dire que l'aspect politique du renouveau. Le ministre Abouem vient de dire qu'en 1983, Paul Biya a été effectivement élu président national de l'UNC. En 1983. Et puis, il y a le putsch en 84 et en 85, il décide donc de créer le RDPC sur les cendres de l'UNC. Donc, il y a on change totalement, même s'il y a une continuité, mais sur le plan idéologique, il y a un changement de paradigme. Et le RDPC, au moment où il est créé, prépare déjà l'opinion publique camerounaise à la démocratie, puisque à l'intérieur, le parti promeut la démocratie. Et lorsque 1990 arrive, bon, vous dites que le parti s'y était opposé. C'est vrai, on a vu des marches à Yaoundé, les marches oui, des classiques. quelques voix, on va dire, fortes, quelques voix qui portent au sein du parti ont cru devoir dire non au multipartisme précipité. Parce que là, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'était non au multipartisme précipité. Donc chaque mot a son sens. Et le président, qui est le garant donc de la bonne marche de la nation et de la bonne marche du parti, fait donc ce fameux discours. Il dit aux uns et aux autres, à ceux qui réclament plus de démocratie et à ceux qui en interne demandent une plus grande prudence, il fait la synthèse et dit « je vous ai compris » aux uns et aux autres. Et le « je vous ai compris » se traduira donc le 28 juin 1990 par ce congrès du RDPC où le président dit aux militants et surtout aux militants du RDPC, préparez-vous à une éventuelle concurrence.
Nous allons revenir sur ces années 90. Le temps pour nous de marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. En 34 années de pouvoir, Paul Biya travaille avec des proches, des collaborateurs, mais également il s'est heurté à une opposition farouche. Mais qui est-il et qu'est-ce que certaines personnes pensent de lui? Nous le verrons dans ce portrait que signe Chita Bilé. 34 ans de magistrature suprême au Cameroun pour Paul Biya, peu de personnes auraient pu entrevoir une telle longévité à la tête de l'État. Dans les années 90 surtout, les troubles sociopolitiques donnèrent l'impression à l'opposition qu'elle renverserait le président de la République d'une chiquenaude. J'ai été l'un des pères fondateurs de la coordination politique des partis politiques. Nous avons eu, avec mes partenaires, à faire face au président Biya, qui a fait le roseau. Il a plié, mais il ne s'est jamais rompu. Lors de la coalition des partis politiques également, j'ai eu ce redoutable privilège d'être en face du président Biya. C'est exactement le même homme que nous avons retrouvé. C'était sans compter sur ce qui, aux yeux de l'ensemble quasi unanime des observateurs, constitue le trait le plus marqué du style Biya, une patience peu ordinaire. Nous avons eu affaire à un homme redoutable. Un homme qui a su domestiquer le temps. Chaque fois que le président Biya était confronté à un problème pour lequel il n'avait pas de solution, il faisait appel au temps. Maître absolu de toute chose, qui finit par démêler les écheveaux les plus inextricables. C'est quand il aura suffisamment vu clair qu'il pose les actes. Quand on est en face d'un homme comme ça, qui a la patience, qui maintient le cap, pour un adversaire, c'est démoralisant. Ses collaborateurs soulignent également, contrairement à une impression souvent colportée, que le président de la République du Cameroun n'économise ni son temps ni son énergie au service de l'État. Quand j'étais secrétaire général de la présidence de la République, une fois nous avons travaillé jusqu'à 20h et sur un dossier assez délicat. On s'était donné rendez-vous le lendemain, mais il n'a pas attendu le lendemain à 2h du matin. Il téléphone et je me réveille et il me demande si je dors. J'ai dit, mais monsieur le président de la République, qu'est-ce qu'on peut faire à 2h du matin, si ce n'est que dormir? Il m'a dit, non, on peut faire beaucoup de choses. Nous allons travailler. Et puis, bon, pendant 1 heure, on a encore travaillé sur ce dossier. Et je sais que sur ce plan-là, c'est un grand travailleur. De même que pour Paul Biya, l'intérêt et la chose publique sont à défendre avec la plus irréductible détermination. C'est quelqu'un qui est très bien organisé, méticuleux, qui aime beaucoup le style châtié mais sobre et qui est extrêmement exigeant sur la qualité du travail. Il est exigeant vis-à-vis de lui-même et exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs. Sur le plan du caractère, c'est quelqu'un qui est à cheval sur les principes de l'État, sur les principes tels que l'intégrité, la rigueur, ce n'est pas par hasard, et c'est quelqu'un qui a toujours mis la chose publique au-dessus de toute autre considération pour un fonctionnaire. D'adversaire à allié du président de la République Paul Biya, le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakary s'incline devant le leadership et le charisme de l'homme d'État, sa capacité à tenir son opposition en échec. Je peux dire aujourd'hui, à la lumière de l'expérience que j'ai, c'est une chance pour notre pays d'avoir un homme aujourd'hui au sommet pétri d'expérience et au sommet de sa carrière en termes d'expérience. Ce privilège est extraordinaire, ce privilège est immense. Aujourd'hui, je le perçois comme une assurance tout risque pour la nation, l'homme qui expire confiance. Et je suis très heureux d'être son serviteur. Paul Biya, le seul bon choix, fois réitéré à plus d'une tribune ce 6 novembre 2016.
Merci, Echeta Bilé. Sosen Médard Lipote, une réaction après ce portrait signé Echeta Bilé. Quelle lecture vous en faites? Oui, je viens de suivre le ministre Issa Chirouma. Ce n'est pas vrai, monsieur le ministre. Paul Biya ne peut pas être l'assurance tout risque de tous les Camerounais aujourd'hui. Il faut faire attention. Il est le chef de l'État, garant des institutions, et c'est vrai, mais le dire comme ça, c'est se moquer des Camerounais. Ce que je veux dire en réaction à cela, ce qui vient de se passer, et dans la suite de ce que d'ailleurs Christophe Mienzok disait, lorsqu'en 90 surviennent ces crises-là aussi, il y a 3 choses que le président Biya n'a pas soldées. Lesquelles? Il n'a pas soldé la question. Aïdou avait dit lorsqu'il y avait eu le putsch manqué de 84. Nous le suivions encore sur vérifier à l'époque en nom de courte à Yaoundé. Si ce sont mes partisans, ils gagneront. Attention, ce n'était pas soldé. Aïdou était donc quelque part obligé de rester, d'aller en exil dans le premier président du Cameroun. Il a quitté Nice, qui est également la ville où il avait une résidence, pour aller à Dakar, et puis il était instable. Et plus tard, il en est décédé. Parce qu'on sait les circonstances dans lesquelles, selon son épouse, il est décédé. Il pensait au Cameroun. Ses médecins lui avaient dit de ne plus jamais penser au Cameroun de cette façon-là. Et autre chose qu'il n'avait pas aussi soldé, quelque part, c'était d'ailleurs ce qu'il avait promis au Cameroun. Vous savez, le discours politique, ce n'est pas seulement la promesse. Le discours s'évalue aussi sur le champ. C'est aussi ce qu'on appelle là où les politiques publiques, autrement dit l'État en action. Paul Biya avait promis à travers un livre écrit en janvier, publié en janvier 1987, que dans la suite de ce qu'il avait déclaré, de la promesse du 6 novembre, que ce serait la rigueur et la moralisation. Est-ce que vous permettez que nous revenions, que nous arrêtions sur les années 90, les années de retour à la démocratie, les années de braise avec les villes mortes, le président de la République qui choisit de prendre à contre-pied les militants de son parti. Est-ce que selon vous, à cette époque, il avait le choix? Il y avait le vent de l'Est qui soufflait, il y avait le discours de la bolle. Est-ce que le président aurait pu faire autrement? On a toujours les choix à faire. Mais lui, cela s'est imposé à lui. J'explique en quelques secondes. Il y avait un vent international mondial qu'on appelait à l'époque le vent d'Est, qui était tel que depuis la chute du mur de Berlin en 89 jusqu'à toute l'Europe de l'Est, l'Europe occidentale, voire le reste de la planète, y compris l'Afrique, y compris ce qui étaient des marxistes, léninistes purs et durs comme Mathieu Kérékou, est obligé de se soumettre. Et lorsqu'il y avait aussi ce type de rapport entre, vous savez que ça existe toujours, entre les pays africains et leurs anciens colonisateurs, qui le demeurent encore dans une certaine mesure, le discours de la bolle, les mises en garde, il était obligé. Il avait des choix à faire, mais ces déclarations sont restées un leurre. Je dis bien un leurre, c'était un leurre. C'était une façon, un peu comme vous avez votre voiture. Les Camerounais aiment beaucoup les voitures et les motos. Alors c'est un leurre. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on ait autant de partis politiques, que les Camerounais puissent s'exprimer comme ils veulent, que les Camerounais puissent le traiter de tous les noms d'oiseaux sans qu'ils ne réagissent jamais? C'est vraiment un leurre. Écoutez, sur le papier, il existe plus de 350 partis politiques au Cameroun. Mais je vous dirais, selon notre expérience, que plus de 310 sont la création ou des créations du créateur. Quelqu'un nous a dit qu'il était une créature du président. Les créatures du président ne sont pas seulement celles qui sont au gouvernement. Alors, vous n'êtes pas en train d'insulter les autres formations politiques par hasard? Je ne suis pas sûr que quand mon éminent aîné parlait de créature, qu'il était une créature, il ne s'insultait pas. Il parlait de lui, mais là nous parlons des autres formations politiques. Il a dit nous sommes des créatures. Les autres également aussi. Je vais vous dire une chose. Il y a quand même un problème lorsqu'on parle des partis politiques. Il faut faire très attention. Je parle cette fois-là sous le contrôle d'un politicien avisé. Lorsqu'on crée un parti politique, ce qui précède la création d'un parti politique, ce n'est pas l'action. C'est d'abord l'idée. Et le corpus d'idées que l'on met en place, c'est ça l'idéologie. C'est comme l'ADN qui précède la création, la naissance d'un bébé. C'est pas avant. Et le parti politique que vous évoquez, effectivement, là, je ne sais pas si vous parlez de l'idéologie du parti qui est né après. Non. Si c'est de ça,
pour le libéralisme communautaire a été écrit 2 ans après la création d'un parti politique, celui qui est le principal parti gouvernant. Ce n'est donc pas, ça ne relève pas, ça ne peut pas être, l'ADN ne peut pas naître après le bébé. Voilà, ou l'œuf, de toutes les façons, dans le ventre de la femme. Donc, ce qui a lieu de dire à ce sujet-là, bien entendu, c'est que, quelque part, le président Biya, je reviens encore au tout sécuritaire, c'était tellement dominant dans sa façon de fonctionner, de gérer l'État, et ça allait rester jusqu'aujourd'hui, que tout le reste a été oublié. Alors, professeur Aboya Manasseh, le président n'a pas cédé, surtout en 1990. Il y avait une revendication des forces politiques à l'époque, c'était l'organisation de la conférence nationale souveraine. Et là, le président Paul Biya a été catégorique, la conférence nationale souveraine est sans objet. Comment peut-on comprendre ce refus catégorique alors même que dans la sous-région, beaucoup de chefs d'État avaient cédé avec les conséquences qu'on sait quand même? Oui, deux idées peuvent nous permettre de comprendre cela. D'abord, par rapport aux évocations faites par Christophe et Sostène, il y a que le président de la République articule toujours le réalisme politique quand ça concerne une question internationale. Réalisme politique, version Henry Kissinger ou bien Raymond Aron, toujours. C'est-à-dire qu'il cherche à tirer le meilleur parti pour le Cameroun en adoptant une position. Parce que le réalisme politique participe du pragmatisme. C'est incontournable en sciences politiques. Et deuxièmement, par rapport aux revendications de l'opposition, non seulement il a dit que la Constitution était, la conférence nationale souveraine était sans objet, mais il a expliqué en disant que la Constitution ne lui permettait pas d'apporter une réponse à une revendication politique. Mais donc il a donné une réponse juridique. Alors cette même conférence avait été acceptée dans les autres pays? Est-ce qu'elle était inclue dans leur constitution? Pourquoi les autres chefs d'État ont cédé et pas au Cameroun? Mais justement, en évaluant le rapport de force, et puis en structurant, lui qui est garant des institutions, il a indiqué que la Constitution ne lui permettait pas d'apporter une réponse à cette revendication politique. Donc, il a convoqué le droit pour geler la pression politique et l'histoire lui a donné raison puisque... Mais il y a quand même eu la tripartite. La tripartite, c'était une sortie de crise. Là, c'est politique. C'est pas juridique. Mais juridiquement parlant, il a convoqué la Constitution pour ne pas apporter une réponse aux revendications politiques. Ou alors pour ne pas subir ce que les autres, ce que les voisins avaient subi. Naturellement, puisque l'avantage avec le Cameroun, c'est qu'il y a toujours eu une anticipation. Tout ce qui se passe ailleurs, j'ai l'impression que chez nous, ici, on anticipe toujours pour éviter les mêmes conséquences que dans les autres pays. Et donc là, il a campé sur la Constitution, il est resté ferme sur la Constitution, le temps de donner l'occasion aux forces politiques concurrentes de se déstructurer et d'accepter d'aller au dialogue, le dialogue qui normalise la revendication avec des sorties qui sont beaucoup plus gérables, beaucoup plus maîtrisables. Christophe Mienzo. Oui, juste pour répondre très rapidement à Sostène Médard Lipote. Je ne voudrais pas qu'il fasse une fixation sur la sécurité. Je voudrais parler sous le contrôle du ministre Abouem, que je sache, les budgets consacrés à la sécurité au Cameroun n'ont jamais été supérieurs à ceux consacrés à des problèmes, à l'éducation, à la santé et autres là. Ça, c'est un fait. Première chose. Deuxième chose, vous ne pouvez pas non plus négliger la sécurité de votre pays. Si le président, à la suite donc de la tentative de putsch, le ministre qui a été un acteur l'a dit, c'est pas seulement pour protéger son pouvoir, mais c'est pour protéger tous les Camerounais. Si on ne l'avait pas fait, qu'aurait-on, quelle est la réponse que nous aurions donnée au problème de Bakassi? Qu'est-ce que nous aurions fait si le Cameroun ne s'était pas équipé? Donc moi je voudrais dire qu'il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur le problème de la sécurité. La sécurité n'est pas celle d'un homme, fût-il le chef de l'État. C'est la sécurité de tous les Camerounais. Et maintenant sur le plan strictement
politique. Moi, je crois que les événements de 1990, 91, 92 ont été gérés avec cette résilience qu'on reconnaît aux Camerounais parce que il y a eu une anticipation. Que vous le vouliez ou pas, que le président ait pris le contre-pied des militants du RDPC ou pas, il faut reconnaître que l'expérience démocratique interne au RDPC de 86 à 88, je rappelle qu'en 86, il y a eu des élections pluralistes au sein du RDPC. Il y a en 88, pour les élections législatives, le RDPC a choisi ses candidats selon un modèle démocratique. Il y a une pluralité des candidatures en interne. Et c'est tous ces mécanismes-là qui ont permis au parti, même s'il aura été ébranlé en 1992 et en 1997. Et j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, je crois que c'est le ministre Chiroma, il a plié, mais il n'a pas rompu. C'est valable, ce qui est valable du président l'est aussi du RDPC. Dans cet accompagnement que le parti fait du renouveau. Alors nous allons vous faire part de quelques réactions des internautes que nous avons reçues sur notre page Facebook ce soir. On a d'abord celle de Lionel Mouaga qui dit qu'on peut parler d'une politique améliorée au Cameroun à travers les libertés, mais il y a une économie qui est assez fragile, même si on note une sorte de progression, un bilan social plus ou moins satisfaisant et une diplomatie sportive assez séduisante. On a également Olivier Tsetap qui pense qu'en 34 ans, le Cameroun a perdu 34 années de perdu pour la majorité du peuple. On a également Amak Al-Mouji qui pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur le plan économique et sur le plan social, mais que l'un des acquis du renouveau, c'est la démocratie, même si elle reste à construire. Donc, c'est quelques réactions que nous avons reçues comme ça de nos internautes. Nous allons continuer de monitorer ces réactions. David Abouem Macho, il y a quand même également, toujours sur la question économique, il y a une note à payer après les villes mortes. Oui, certainement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu faire le bilan de ce que le Cameroun a perdu pendant cette période? Il y a eu des casses, il y a eu des pneus incendiés sur la chaussée. Je ne sais pas si on fera jamais le bilan complet, mais si vous permettez, je voudrais dire un mot sur l'échange qu'il y a eu tout à l'heure sur le refus de la conférence nationale souveraine. Vous savez, quand on gère un État, on écoute tout le monde. On écoute ceux qui parlent fort, on écoute aussi ceux qui ne disent rien. On les consulte. Et ce qui s'est passé dans ces années-là, c'est que ce qu'on appelle la majorité silencieuse était contre la conférence nationale souveraine. Pourquoi? Et parce que le protocole d'action qui était proposé était qu'on aille devant une conférence nationale souveraine et qu'il y ait un gouvernement qui dirige pendant 2 ans et qu'après ces 2 ans-là, on mette en place d'autres institutions. C'était un raccourci pour atteindre le pouvoir? Pas seulement un raccourci, mais pour un pays comme le Cameroun qui avait été habitué à la prudence, beaucoup de gens craignaient d'aller à l'aventure. C'était ça le risque pour beaucoup de gens. Et la plupart des gens que le président a consultés lui ont dit il ne faut pas accepter parce que ça nous mènera à l'aventure. Maintenant, pour le bilan des villes mortes. Comme consultant, j'ai eu accès à un certain nombre d'informations. J'étais en Inde, où les villes mortes ont commencé. Et dans cette région, jusqu'à maintenant, il y a toujours de l'indiscipline et du désordre. Parce que les villes mortes structurent une mentalité d'indiscipline, d'incivisme. Ce bilan-là, on ne l'a pas encore fait. Maintenant, pour ce qui est des cas, oui, sur le bilan économique directement, on a eu des conséquences. Mais l'autre conséquence, qui est moins visible, c'est que les partis qui ont fait alliance avec le RDPC et qui sont entrés au gouvernement sont venus avec un certain nombre de comportements que le président a tolérés. Et il a toléré justement à cause d'un certain nombre d'accords qu'il avait passés avec eux. Et ces comportements
pas tous, mais certains ont fait beaucoup de mal au pays. Et il y a un certain nombre de choses comme certains actes de corruption ont été aggravés à partir de ce moment-là. Et il a fermé les yeux dessus. Ce bilan-là, on ne l'a pas encore fait non plus. Plus d'autres choses qui se sont passées par la suite et sur lesquelles peut-être nous reviendrons. Alors vous parlez des alliances justement, Sostène Médard, Lipot, ces alliances-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Il y a eu celle de 92, le RDPC qui n'a pas pu avoir la majorité des sièges à l'Assemblée, qui est donc obligé de composer avec le MDR notamment pour pouvoir gouverner, et ensuite avec l'UNDP, je crois. Pardon? Avec l'UPC également pour pouvoir gouverner, mais également en 1997, je crois, avec l'UNDP cette fois-là. Alors, quelle lecture vous faites de ces jeux d'alliance-là? Oui, je vais faire cette lecture-là. La plupart de ce que vous appelez alliance, je ne sais pas si c'est vraiment sur le plan du fond. C'est que... C'était des mariages de raison? Je n'arriverai pas jusque-là. Mais permettez-moi juste une seconde. Oui, je vais vous répondre parce qu'en même temps, j'entendais d'ailleurs le ministre Abouem parler tout à l'heure de structurer. J'ai une déformation aussi un peu, c'est que je suis un structuraliste. Je suis un constructiviste structuraliste. Chez moi, que lorsqu'on compare et qu'on s'arrête juste à la comparaison des chiffres, un peu comme... mon concitoyen Minzok l'a fait tout à l'heure, pour moi c'est insuffisant. Chez moi, pour nous c'est davantage des questions ici de qualité. Si le jour du 20 mai, Christophe Minzok, si les tableaux, les plateaux techniques de nos hôpitaux défilaient également, c'est-à-dire on les a un peu comme les équipements militaires, vous comprendrez que au Cameroun, s'il y a quelque chose qui frise la perfection, en rapport avec nos moyens financiers, vous évoquez les chiffres, moi c'est la qualité. Vous comprenez qu'en fait, c'est les équipements militaires. On n'est pas contre cela. Mais nous voulons dire ceci, et on sait aussi que le propre des régimes autoritaires, comme le nôtre, je l'assume lorsque je le dis, et d'ailleurs il y a un brillant intellectuel qui a parlé, lui, de dictature reptilienne, c'est qu'effectivement, on s'enferme et c'est le surarmement. Pour revenir à votre question, maintenant, ce que je veux dire à ce sujet-là, c'est que... Vous aurez au pouvoir, la défense occupera... Vous allez fermer toutes les casernes? Voilà, c'est ça. Oh là là. Il faudrait que vous le disiez. Non. Je suis né dans une caserne, Christophe Minzok. Je ne peux pas fermer une caserne. Je suis désolé. Ce que je veux dire à ce sujet, quand même, c'est que, pour répondre à votre question... Mais quelle lecture faites-vous des alliances politiques? Il y a ceci de particulier, c'est que, par rapport au MDR, moi j'ai entendu les gens dire que le MDR est un parti d'opposition. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes un parti B et il y a un autre qui est A, et que A est le gouvernement, ou est le principal parti gouvernant, que l'autre ne l'est pas. Monsieur Dakoulé Daïsala, qui est le fondateur de ce parti, le MDR, lorsque il s'approche du RDPC, c'est un monsieur qui, dans sa vie et dans ses actions, même lorsque nous lisons ses manifestes, c'est la droite conservatrice, comme ceux qui sont actuellement au pouvoir, comme le RDPC. C'est la droite conservatrice. Donc tous ces partis qui ont fait alliance avec le RDPC sont des démembrements du RDPC selon vous? Non, pas tout à fait. Attendez, je continue. Le cas de l'UPC plus tard. Le cas de l'UPC fondamentalement est un parti, lui, du fait qui peut être un parti progressiste et qu'on dirait de gauche. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un rapport, une relation très personnelle. Je le dis, je sais de quoi je parle. Entre Augustin Frédéric Kodok et Paul Biya. Leur amitié, ici, aura la prééminence sur les rapports qui peuvent être idéologiques par rapport à l'UPC. Et après, il y aura l'UNDP. L'UNDP est foncièrement... Et l'ANDP. L'UNDP est un parti de droite. Excusez ma classification. Et votre parti, il est de quel côté? Votre parti, c'est un parti d'opposition ou c'est un parti... Nous sommes pas des partis d'opposition.
quels sont les critères, qui prévalent Nous sommes de centre-gauche, oui. Ah, d'accord. Oui, vous dites, pas suivi. Bon, j'espère que les Camerounais comprennent tout ça. Vous êtes comme modérateur. Non. Je vous comprends au RDPC, c'est que vous dites que votre idéologie... Vous dites... Attendez, nous parlons de politique. Oui, voilà. Du RDPC. Voilà. Bon, vraiment, j'explique donc ça aux Camerounais en quelques secondes. Ouais. Vous privilégiez l'enrichissement personnel au détriment du partage, du faire ce que, effectivement, tout à l'heure, là, regarde le logement social au Cameroun. On sent que c'est votre aristocratie gouvernante, où effectivement, c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. Avec votre gouvernement. Alors ce n'est pas un débat, ce n'est pas un débat, ce n'est pas... C'est ça votre vraie idéologie. Vous réagissez, mais sachez que ce n'est pas un débat entre le RDPC et le MRC. Voilà. Vous avez deux gouvernements en prison. Nous avons des espaces pour les partis qui sont représentés à l'Assemblée. Vous nous avez fait l'honneur de nous inviter ici sur ce plateau avec, je crois, un fil conducteur. Mais il y a des choses également qu'on ne peut pas laisser dire, comprenez? Et Monsieur Lipote, avec tout le respect que je vous dois, quand vous serez au pouvoir, peut-être le MRC gouvernera-t-il tout seul. Tant mieux pour vous. Si vous êtes assez fort, c'est tant mieux. Le président Paul Biya a pensé que dans un pays aussi complexe, aussi divers que le Cameroun, il fallait mettre en œuvre la politique de partage du pouvoir pour associer le maximum de Camerounais. Appelez ça partage des prébendes, c'est votre droit. Mais pour le président Paul Biya, il était nécessaire d'associer d'autres formations politiques, d'autres courants de pensée qui ne sont pas nécessairement proches du RDPC. L'UPC, que je sache sur le plan idéologique, n'est pas du tout proche du RDPC, mais ces alliances-là, je termine par cela. Vous avez divisé l'UPC en une dizaine de factions. Ces alliances-là ont contribué au renforcement de la paix et de la stabilité de notre pays. Voilà ce qu'il faut dire aux Camerounais. C'est entendu, Christophe Mianzokalo. Vous parlez justement de politique de partage du pouvoir avec l'arrivée, avec ces alliances-là. Alors, professeur Aboya Manassé, on va quand même observer que le président national du RDPC, qui se trouve également être le président de la République, fait une alliance d'abord avec le MDR et l'UPC. Lorsque le SDF entre à l'Assemblée, je crois en 1997, le RDPC fait alliance cette fois-là avec l'UNDP. Vous parlez de réel politique, c'est toujours dans le même sillage? Naturellement, puisque en 92, le RDPC a une majorité relative qui ne lui permet pas d'avoir les coudées franches à l'Assemblée nationale. 88 contre 92. Voilà, 88 contre 92. Naturellement, pour faire passer les projets de loi, il faut nouer des alliances avec les partis qui l'acceptent. Et vous avez vu à l'époque, ça a duré longtemps. Est-ce que ces alliances-là n'ont pas phagocyté les autres partis politiques? Non, pas du tout. Parce qu'à l'époque, effectivement, l'UNDP qui était la deuxième grande force avait réussi à avoir des députés hors de son territoire d'élection, notamment du côté de l'Ouest, où ils avaient eu des députés. Et donc, l'UNDP perdra ces partis-là par la suite, puisque quand le SDF revient en force, récupère les sièges de son fief naturel. Exactement, donc, 43 sièges en 1997, 43 sièges gagnés par le SDF. Donc, pour avoir une majorité confortable, les négociations qui durent longtemps permettent donc de rallier l'UPC et le MDR. Et naturellement, quand l'état des forces change également en 97, au profit d'un SDF qui devient la deuxième force parlementaire, le RDPC est obligé également de négocier cette fois-là avec ceux qui veulent. Naturellement, l'UNDP qui a accepté, et cette fois-là, l'UNDP était réticente à l'époque, elle accepte cette fois-là,
Et je ne suis pas sûr qu'elle en est sortie depuis. Et je crois qu'elle a préféré, elle a idéalisé cette place-là jusqu'à ce jour. La NDP aussi a renforcé le fameux axe nord-sud de l'époque. Au point de près de perdre quand même quelques plumes. Naturellement, puisque quand vous acceptez l'alliance, il y a des clauses tacites, il y a des clauses invisibles que nous, les modestes observateurs, ne pouvons pas décrypter. Toujours est-il dit que l'UNDP n'a jamais dénoncé l'alliance. Alors, votre permission, on peut quand même nous allons revenir à vous. L'opposition avait péché à une époque parce qu'effectivement, l'absence du SDF à ces élections législatives, quoi qu'on dise d'un point de vue historique, quel que soit l'angle sur lequel on prend cela. C'est un rendez-vous manqué avec l'histoire? Oui, parce qu'il n'était même pas idéologiquement proche à cette époque-là du principal parti au pouvoir. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Le bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est tenu jeudi dernier au Palais de l'Unité. C'était le président national en personne, le président Paul Biya, qui présidait les travaux de cette réunion du bureau politique. Et pour en savoir plus, nous allons écouter l'un des conseillers du secrétaire général du comité central, le professeur Ndembi Yembe, qui est en focus dans cette édition de Scène de presse. L'article 18 des statuts du parti qui comporte 3 alinéas. Le premier, l'alinéa 1, définit ce qu'est le Congrès. Le Congrès est le lieu de définition de la politique générale du parti, des orientations du parti. Et l'alinéa 2 prévoit qu'en cas de nécessité, cette période peut être abrogée ou prorogée. Et il est apparu pour le bureau politique que l'orientation politique qui avait été arrêtée lors du congrès de 2011, à savoir la nouvelle dynamique, n'a pas encore fini de produire ses effets. Elle est en pleine implémentation. Vous savez que récemment, le secrétaire général du comité central a procédé à l'installation des délégations régionales et départementales qui participent des résolutions qui avaient été prises lors du congrès ordinaire de septembre 2011. Il y a la formation politique qui est en train d'être mise sur pied avec la création du secrétariat à la formation politique et à la prospective et de l'académie du RDPC. Cette formation va démarrer bientôt. Et donc, si vous voulez, la plupart des résolutions qui ont été prises au congrès ordinaire n'ont pas été encore achevées d'être mises sur pied. Et donc, la nouvelle dynamique est en cours. Le bureau politique a estimé que sous ce rapport-là, du point de vue stratégique, il n'était pas nécessaire d'aller vers la redéfinition d'une autre orientation. Il fallait laisser la nouvelle dynamique continuer à produire ses effets. Il y a l'environnement sociopolitique, il y a l'environnement sécuritaire, il y a un ensemble d'éléments d'un point de vue, je dirais, purement structurel. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour l'organisation, la tenue d'un congrès. Donc, tous ces éléments ont été mis dans la balance et le bureau politique a estimé que, d'une part, le parti est en plein mouvement, la nouvelle dynamique est en marche, il n'est pas nécessaire d'interrompre un processus qui se déroule convenablement. Et d'autre part, il y a les conditions de l'environnement, tout cela qui fait que, mon Dieu, il n'est pas nécessaire d'aller vers un congrès qui, en réalité, n'allait pas produire une nouvelle orientation. Il n'y a pas de date qui a été indiquée précisément pour montrer qu'il y a une souplesse qui fait qu'à tout moment, le congrès peut être tenu. Évidemment, il a découlé de la décision qui a été prise de proroger la période du congrès, une décision, je dirais, tout à fait automatique, la prorogation des mandats soit des personnalités qui sont élues au congrès. Parce que l'article 19 des statuts indique clairement que le congrès élit le président national, le congrès élit les membres du comité central. Donc, c'est la seule structure où on peut désigner le président national et nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'en réalité, on a prorogé le mandat du président national en attendant la tenue d'un congrès
d'un congrès éventuel. Naturellement, le problème de l'élection n'est pas nécessairement une obligation lors du congrès, puisque, comme vous le savez, la date, la durée du mandat du président n'est pas explicite dans les textes du parti. S'il apparaît nécessaire d'élire un président ou de renouveler son mandat de cette manière-là, on le fera lors du congrès. La communication spéciale du président national, qui à l'occasion de ce bureau politique a évoqué toutes les questions touchant à la vie de la nation. Il a bien montré que, comme il se doit, les orientations économiques, la vie de la nation, etc., la paix et la sécurité. Le bureau politique a indiqué la détermination du RDPC d'accompagner le président dans les combats qu'il mène pour la paix. La deuxième chose, la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics. Bien entendu, tout ce qui relève de la mise en œuvre des politiques publiques et des politiques gouvernementales fait l'objet d'une attention du RDPC. Et je dois vous dire que le RDPC soutient le gouvernement en tenant compte également de ses propres convictions. Nous ne crions pas toujours sur les toits à toutes les démarches qui sont les nôtres pour amener le gouvernement à tenir compte quand même d'un certain nombre de réalités. Tout ce que le gouvernement fait n'est pas nécessairement soutenu de manière explosive par le parti. C'est bien pour cela qu'il y a une bonne séparation entre l'État et le parti. Le bureau politique n'a pas eu à évoquer des questions d'élection présidentielle, puisque la question n'est pas, en tout cas à l'instant, à l'ordre du jour. Mais il faut savoir que les statuts du parti sont clairs. Le président national est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Je pense que cela suffit. Retour sur le plateau de scène de presse, David Aboué-Mathieu, nous allons encore parler d'économie si vous le voulez bien. Alors le Cameroun sort progressivement de la crise dans les années 98. Il y a même l'atteinte avec déjà le DSRP qui permet de poser les bases de cette embellie, du retour d'une bonne santé économique. Il y a le point d'achèvement qui est atteint avec cette dette qui est remise au Cameroun par le club de Paris, une dette qui s'élevait à plus de 3 400 milliards de francs CFA. Mais dès que les caisses commencent à être renflouées, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On retombe dans les mêmes travers qu'on avait connus par le passé dans les années 88-89. Oui, madame, merci beaucoup d'évoquer cet aspect parce que pour moi, quand je disais tout à l'heure que ce qui y avait de plus important à retenir, c'était les leçons de toutes ces crises. Et parce que dans toutes ces crises-là, nous avions des responsabilités internes qui n'avaient pas la même importance parfois que les chocs externes, comme la dévaluation ou tout le reste. Alors, ce que j'ai constaté, c'est d'abord au niveau de l'utilisation des ressources humaines. Les ressources humaines chez nous ne sont pas utilisées à 50% de leur potentiel parce que l'administration publique comporte des déficiences et des tares qui sont connues et ne peut pas être utilisée de manière optimale. Ensuite, il y a tous ces tares que nous connaissons, l'inertie que le président décrit, la corruption qu'il décrit, dont parlait le professeur Ndembi et Mebakoumé tout à l'heure. Et avec une campagne d'assainissement des mœurs, mais qui semble jusque-là ne pas encore véritablement donner de fruits. Non, je suis consultant. Je peux vous dire que la corruption s'accroît au Cameroun. La petite corruption s'accroît dans les ministères. Lorsqu'on a créé le ministère des marchés publics, par exemple, on était convaincu que ça allait mettre fin à la corruption, mais on a simplement déplacé les réseaux de corruption. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que je crois que nous avons aujourd'hui un certain nombre d'impératifs. D'abord, il faudrait que nous puissions remettre l'esprit du service public, le sens de l'État, le dévouement à la patrie au cœur de l'activité de l'administration publique. Il y a eu une réunion des secrétaires généraux des ministères récemment qui parlait de l'administration moderne, une administration de progrès, comment arriver à une administration de progrès. J'ai beaucoup aimé le thème et je crois que ce ne sont pas les outils. Nous avons bien sûr le budget programme et d'autres outils, le DSCE, ce ne sont pas les outils
c'est l'esprit. C'est dans l'esprit qu'il faut travailler et je crois qu'il y a c'est un défi travail. pour le renouveau aujourd'hui. C'est l'un des principaux défis aujourd'hui pour le renouveau. Alors, professeur Aboya Manassé, nous n'allons pas partir de ce débat sans parler de la crise de 2008, où on a parlé des émeutes de la faim. Mais pour certains observateurs, ces émeutes de la faim cachaient autre chose, un agenda caché qui était, permettez-moi la répétition, qui était la levée de l'écrou, la levée du verrou de la limitation des mandats. Qu'est-ce qu'il en était exactement? Je crois que c'est un débat qui a cristallisé l'opinion avec deux camps. Les uns pensaient que les acquis de la Constitution révisée en 1996 devaient être mis en évidence en respectant la limitation du nombre de mandats. Mais les partisans de la deuxième option estimaient qu'il fallait naturellement empêcher que le peuple d'hier puisse embrigader le peuple d'aujourd'hui, que le peuple d'aujourd'hui n'était pas lié par les engagements du peuple d'hier. Est-ce que le renouveau avait besoin de cette sécurité-là, entre guillemets? Naturellement, puisque l'argument démocratique avait donc prévalu, avait pris le dessus en disant que les peuples ont le devoir de choisir leurs dirigeants. Donc il ne fallait pas les empêcher d'exprimer leur droit de vote à cause des engagements pris hier et qu'il fallait à tout prix les contourner, surtout qu'à ce moment-là, le RDPC avait donc une majorité écrasante à l'Assemblée et donc pouvait se permettre de procéder à ces réformes-là. Finalement, c'est l'option démocratique qui a prévalu et on a effectivement révisé la Constitution en enlevant le verrou. Bien entendu, il y avait un débat latent sur le Dauphinat qui devait rentrer dans le Nord et les uns et les autres brandissaient la perspective de règlement de compte. Mais naturellement, c'est l'argument démocratique qui a prévalu par rapport à ces considérations parallèles qui n'avaient pas une visibilité sur le terrain. Sostène Médalipote. Oui, il faut dire que les questions notamment de crise économique, puisque c'est pratiquement... les émeutes de 2008 que l'on a appelées émeutes de la faim. En rapport d'équerre de 2008. Voilà. Oui, il faut dire que ces émeutes-là, c'est d'abord, on les appelait aussi les émeutes de la faim. Ce n'était pas si faux que ça. Mais en même temps, il faut dire que... Le peuple réclamait vraiment du pain. Voyez-vous, oui, un peu comme aujourd'hui toujours, hein, on continue de le réclamer. Et c'est pourquoi d'ailleurs je ne serais pas d'accord avec monsieur le professeur Paul Ndembe Bakoumé quand il dit qu'il y a une séparation des pouvoirs entre l'administration publique ici et son parti. Ce n'est pas vrai. Voyez-vous, d'ailleurs, la réunion du bureau politique s'est tenue au palais présidentiel, qui est le siège, il faut le dire ici, de l'exécutif. Je veux dire, c'est là-bas que le patron de l'exécutif habite. C'est une posture très clivante, pour ne pas dire absorbante aussi. Donc, ces émeutes-là, effectivement, on sait qu'il y avait la Constitution. Il fallait faire sauter le verrou. Et on l'a fait sauter. Et c'était une énième fois que le président Biya et les siens violaient un pacte républicain. Appelons ça de cette façon. Comment peut-on, parce que d'abord, en violation d'abord de la tripartite, et maintenant, oui, parce que c'est les recommandations, en fait, qui datent de longtemps. On ne peut pas faire sauter cela de façon univoque, tout seul. Unilatérale. Oui, unilatérale. Quel que soit le type de pseudo-majorité que l'on a, et quand on sait aussi que les élections... Mais je sais que pour Christian Mouyenzok, lui a été bien élu, hein, monsieur le maire, moi je suis très sûr pour vous. Vous avez été bien élu quand vous étiez maire du côté d'Angossas. C'est pas pour vous flatter, je le dis sincèrement. Mais je dis, la plupart de vos camarades, bien entendu, ne sont pas comme vous. Vous êtes sans doute un gentleman de la politique. Vous allez survivre
Même à ce régime, sans doute. Quand vous allez pouvoir, je crois que c'est Lorsque nous serons en responsabilité. vous promettez quoi là quand vous arrivez là? Non, aucune promesse. Non, c'est pas ce type de promesse-là. Comme vous êtes un travailleur, ça sera au pied du mur qu'on vous jugera. D'accord. Voilà. Et rassurez-vous, on ne fera pas comme ils font aujourd'hui. Nous ne faisons pas encore la campagne du MRC. Nous ne faisons pas encore. Cette crise économique, et bien entendu, c'est prolongé. Ce n'est pas seulement les émeutes de la faim. Savez-vous aujourd'hui, madame, je ne sais pas si vous êtes fonctionnaire, que les fonctionnaires camerounais, certains font 18 ans, 20 ans sans bénéficier de leurs avancements. Et que, oui, s'il vous plaît. Et parfois, quand vous êtes... Mais c'est à qui la faute? C'est eux qui sont chargés de suivre leur dossier. La corruption dont on faisait par ici. Et aussi, Il n'y a parfois, pas de corrupteurs sans corrompus. je vais vous dire une chose, s'il y a l'un de vos auditeurs qui est travaillé au ministère des Finances, j'ai juré, je suis fonctionnaire, que jamais au monde, je n'irai donner le moindre franc à quelqu'un. Voilà, c'est peut-être l'attitude à adopter par tout le monde. Même les marchés publics, je vais vous dire une chose, 85% de ceux qui cherchent les marchés publics ne sont pas de vrais hommes d'affaires. Souvent, c'est des fonctionnaires comme moi qui vont chercher ces marchés publics et qui n'ont pas l'expertise avérée et qui perturbent l'économie nationale. Je voudrais que nous continuions de... C'est très dangereux. Je voudrais que nous continuions... Ce sont généralement les camarades de... Je voudrais que nous continuions de parler de cette année 2008. Christophe Mienzok, est-ce que la limitation de mandat était... la levée de la limitation de mandat était nécessaire? Est-ce que le pouvoir en place de renouveau, le RDPC, percevait quelques velléités au sein du sérail qu'il fallait stopper net? Avant de répondre à votre question, je voulais dire juste un ou deux mots. La question qui a été soulevée tout à l'heure pose le problème de l'adéquation du discours et des actes en politique. Et je crois que la réunion du bureau politique qui vient de se tenir, le président national, parce que c'est de ça qu'il s'agit, a prescrit au RDPC un devoir d'exemplarité. Et le secrétaire général du comité central, dans sa circulaire adressée aux militants pour la célébration des 34 ans, a justement demandé aux militants et aux Camerounais de bonne volonté de faire en sorte que la rigueur, la moralisation, la justice sociale ne soient plus simplement des discours, mais qu'on les traduise en actes. Et je crois que cette interpellation-là, si on la met en œuvre, devrait répondre aux préoccupations soulevées tout à l'heure par rapport à la corruption. Mais nous savons tous, nous sommes dans un environnement bien précis. Et il est difficile pour celles des options du renouveau qu'il a fallu mettre en œuvre par décret, elles ont été mises en œuvre. Vous voyez, elles ont été mises en œuvre. La libéralisation, la démocratisation et tout, elles ont été mises en œuvre. Mais les mentalités, puisque là on parle de la corruption, c'est dans nos schémas mentaux. C'est ce que venait de dire le ministre. Donc je m'arrête à ce niveau. Maintenant pour répondre... Christophe, le président Biya a divisé les salaires des fonctionnaires par 3 ceux de catégorie A. Cela justifie-t-il ces corruptions-là? Une clochardisation s'est instaurée et l'État étant le plus grand employeur, dont les fonctionnaires étant les plus grands consommateurs. À cette époque-là, la consommation a chuté de façon très drastique du fait, bien entendu, de l'avilissement et même d'ailleurs de l'appauvrissement. Permettez à Christophe Mienzok de répondre et on va passer à autre chose. En 1997, nous parlions de SDF tout à l'heure. Dans le programme politique du SDF, le NESPROC, c'est comme ça qu'ils appelaient. Vous savez, ils avaient dit qu'ils réduiraient de moitié le nombre de fonctionnaires au Cameroun. Moi, je demande aux Camerounais, entre Paul Biya... Mais ils avaient raté, ils parlaient faux. Entre celui qui, par réalisme, choisit de ne pas mettre des fonctionnaires à la porte, et celui... Et
par contrainte, est obligé de baisser les salaires. Et celui qui dit que je vais les mettre sans aucun ménagement à la porte, Christophe je demande Mienzok, aux vous n'avez pas Camerounais encore répondu à ma de question. choisir. Le temps commence à nous tenir à la gorge. Le temps nous tient à la gorge. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Y avait-il des velléités? À votre question. Le problème de la limitation des mandats présidentiels, elle va au-delà du sérail. Ce n'est pas une affaire de sérail. J'ai entendu des gens gloser là-dessus parce qu'il y a quelques personnes qui piaffaient d'impatience au niveau du sérail. Mais c'est un problème, là encore, de mentalité, de réalité locale. Vous ne pouvez pas, dans un environnement comme le nôtre, dire que vous limitez les mandats. Non seulement ce n'est pas démocratique, mais deuxièmement, fondamentalement, comment voulez-vous qu'un chef puisse continuer à exercer avec toute la plénitude son pouvoir, si on sait que dans un an, dans 12 mois, ça dans quelques mois... Ça se fait bien ailleurs, ça se fait à Bessam. J'ai bien contextualisé. Nous sommes dans un contexte, nous avons nos réalités à nous. C'est complètement dépouiller le chef de toutes ses prérogatives avant le terme de son propre mandat. Et ça revient... C'est entendu, Christophe Mienzok. Ça revient à comment dire ça, à mettre le pays dans un blocage. C'est entendu, Christophe Mienzok. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Et nous retrouvons Régine Gladys Le Bouddha pour la revue de la presse. Enquêtes et requêtes dans la presse cette semaine. La commission Young, à pied d'œuvre dans Cameroun Tribune, lance le bal des auditions. Dès lundi, le Messager voit passer de fortes têtes devant la commission d'enquête sur le déraillement des ECA, notamment les ministres en charge des transports, des travaux publics et de la santé. Mercredi, Le Jour nous apprend que les conducteurs du train 152 ont eux aussi été entendus sur les circonstances de l'accident ferroviaire. Accusés, levez-vous. Repère dresse un tableau de reproches aux différents acteurs pour soulager les Camerounais assoiffés de vérité. Signature sonne le temps des responsabilités et des comptes. Après les larmes, comment travaille la commission Young? Mutation confie la réponse à un expert en droit public. Point saillant de l'interview, toutes les personnes convoquées témoignent sous serment et peuvent être sanctionnées en cas de faux témoignage. Le Messager dénonce tout de même une commission trop dépendante. Vendredi, Mutation fait de Philémon Yon le cheminot de la vérité et brosse le profil d'un homme rigoureux qui sait remonter les bretelles et faire bouger les lignes. Les lignes sociales du parcours de Chantal Biya créent le débat des mercredis dans Cameroun Tribune. La première dame était au centre de toutes les attentions à l'occasion d'un colloque scientifique à l'université de Yaoundé 2. Dans Le Jour et dans Mutation, une brochette d'universitaires croise les arguments pour évaluer les œuvres sociales et humanitaires de la fondatrice du CIRAC. La nouvelle expression voit déjà poindre un statut institutionnel pour la première dame. Et pourtant, confusion dans Mutation, aucun statut n'a été arrêté et aucun doctorat honoris causa n'a été décerné. Jeudi, le bureau politique du RDPC se réunit dans Le Jour. Le conclave débouche sur plusieurs textes publiés dans Cameroun Tribune. Entre autres résolutions, la prorogation du mandat de Paul Biya en tant que président national du RDPC et le renvoi du prochain congrès du parti. Vendredi, le quotidien de l'économie lance la salve des joyeux anniversaires au renouveau en présentant ses échecs économiques. Baromètre communautaire aussi étale les espoirs déçus d'un renouveau en quête de souffle. Cameroun Tribune, lui, préfère souligner les avancées. L'an 34 de l'accession de Paul Biya au pouvoir s'imprime vendredi dans une vingtaine de pages spéciales renouveau. Au gré des lignes, on découvre le portrait d'un président androïde, les paris tenus de la lutte contre Boko Haram, les améliorations dans la production d'énergie et l'héroïque résilience économique qui a permis au Cameroun de garder le cap vers l'émergence. Bonne semaine et à dimanche sur la scène.
Dernier arrêt dans cette édition de Scène de presse. Nous retrouvons Agnès Solange à Bessolo pour les unes du lundi. Bonsoir Agnès Solange. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à vous adeptes de l'info croustillante. Alors, la presse fait la part belle à 3 sujets majeurs ce lundi du 7 novembre 2016. On parle politique avec l'an 34 du renouveau, la canne féminine et l'économie dans le secteur des télécommunications. Par exemple, le quotidien de l'économie marque un temps d'arrêt sur les réponses de l'ART au sujet de l'affaire Vodafone. L'autorité de régulation fait savoir dans les colonnes du journal qu'il y a un vide juridique dans cette affaire. Le quotidien de l'économie rappelle que l'ART a été accusé d'avoir autorisé certains opérateurs des télécoms à exercer illégalement. Un sujet à rebondissement comme celui de l'entretien routier. Pourquoi ça piétine? Mutation s'interroge et analyse la contractualisation des marchés publics tardive selon le quotidien plomberait l'exécution des travaux. Le journal confirme pourtant que 11 milliards de francs CFA ont été mobilisés cette année pour l'entretien des routes, alors que le réseau, dans l'entretien des routes des réseaux classés prioritaires au Cameroun. Et au Cameroun, justement, le 6 novembre est jour d'anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. 34 ans de pouvoir, mutation en fait écho, tout comme les migrants qui croisent les regards des cadres du RDPC sur le chemin parcouru à l'occasion de ce 34e anniversaire du renouveau. Dans le même temps, l'essentiel écrit. Le mystère Paul Biya, 34 ans au pouvoir, 34 ans qui n'ont pas été un long fleuve tranquille pourtant. Par contre, le jour s'interroge sur le chemin parcouru du chef de l'État, 1982-2016, Paul Biya, 34 ans et quel bilan. Et pour finir avec Cameroun Tribune, c'est donc à la facilitation des opérations douanières qui captent dans l'attention du quotidien national. Un expert suisse au Palais de l'Unité, le fondateur de Web Fontaine, Jean Gurulien, a été reçu en audience vendredi dernier par le chef de l'État, Paul Biya. Des titres et bien d'autres que vous retrouverez probablement en kiosque ce lundi 7 novembre 2016. Bonsoir. Bonsoir, madame, monsieur. C'est la fin de cette édition de Scène de presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. Nous vous laissons en compagnie de ce clip proposé par notre monteur Christian. Un clip qui retrace un peu les 34 ans de pouvoir du président Paul Biya. La presse quitte la scène. Merci. Bonsoir.